Venise, cité mythique, objet de fascination pour le monde entier. Les visiteurs y affluent par millions et photographient la ville sous tous les angles. Son charme culmine à la tombée du jour dans la lumière dorée du crépuscule. Une ville sur l'eau, hier une puissante république, et aujourd'hui une formidable attraction touristique. Mais il existe aussi une autre Venise. Éblouis par tant de beauté, la plupart de ces visiteurs ne remarquent pas les signes cachés, çà et là, qui ont tant à raconter. Si l'on veut vraiment connaître Venise, il faut percer les mystères de ce lieu. Nous sommes dans le ghetto. Vieux de 500 ans, ce quartier fait partie intégrante de la Sérénissime, tout en étant très différent. C'est un monde à part, une ville dans la ville. Le ghetto est indissociable de l'histoire de Venise. En attestent les innombrables petits détails dont le quartier est constellé et que seuls des yeux attentifs sauront discerner. Ces signes renvoient à la population juive de Venise et à son passé, fait d'oppression et de privation, mais aussi de volonté et de joie de vivre. C'est un lieu qui a été ambivalent pendant des siècles, à la fois lieu de séparation et lieu de contact, de rencontre. Le ghetto était un lieu de contrainte, où on était, pour ainsi dire, prisonniers. Les Juifs n'ont jamais pu accéder à la propriété. Il y a eu de la discrimination, mais peu d'actes de violence. Aujourd'hui, on entre dans le ghetto sans s'en rendre compte et on se retrouve alors dans un lieu vivant, convivial. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le 29 mars 1516, la République de Venise prend une décision lourde de conséquences. Tous les Juifs vivant en son sein, qu'ils y soient établis de longue date ou qu'ils viennent d'arriver, doivent être enfermés dans un lieu dénommé alors ghetto. Le lieu est choisi avec soin. Il ne se trouve pas au cœur, mais en périphérie de la ville. Aucune église chrétienne ne doit s'y trouver. Il ne faut pas que le site soit consacré. Enfin, il doit être facile à surveiller et à contrôler. L'endroit idéal est une zone en état de délabrement avancé, où étaient autrefois implantées des fonderies de cuivre. Les Juifs y découvrent des maisons en ruine, jonchées d'ordures. Les lieux sont d'une saleté repoussante. C'est pourtant ici qu'ils devront vivre désormais, comme Elia Kalimani, l'un des premiers à s'y installer. Sa famille allait devenir l'une des plus éminentes du ghetto. Elle a survécu jusqu'à aujourd'hui. L'un de ses descendants s'appelle Riccardo Kalimani. Un jour, un ami m'a fait cadeau d'un livre sur le diocèse de Trévise en 1350. Franchement, le sujet ne me passionnait pas. Mais je l'ai feuilleté et j'ai découvert que les Kalimani venaient de Trévise et que le bon et honnête Kalimano avait été parmi les premiers à s'enfuir de Trévise pour s'installer à Venise. Nombreux sont les Juifs qui se réfugient comme lui au ghetto. Ils viennent initialement d'Allemagne. Ce sont des Juifs ashkénazes.
Ils fuient les guerres et les persécutions qui sévissent sur le continent tout autour de Venise. Pour eux, le ghetto est synonyme de paix et de protection. D'emblée, les Juifs ont ici un rôle économique important. Le bon et honnête Calimano s'enfuit donc de Trévise, où il exerçait probablement le métier de prêteur, et arrive à Venise, où il poursuit son activité. Résultat, cette famille est devenue plus vénitienne que les Vénitiens. Elia Calimani est usurier, une profession interdite aux chrétiens pour des motifs religieux. Se prêter de l'argent entre eux est interdit par la Bible, où il est écrit « Tu ne prendras de ton frère ni intérêt ni usure ». Ils attribuent donc ce rôle aux Juifs, car quelque immorale que soit cette activité, on en a alors cruellement besoin. Venise décide alors d'offrir aux Juifs de séjourner dans la ville à une condition, qu'ils acceptent de prêter de l'argent. L'Église considérait le prêt à usure comme un péché mortel. Et comme les Juifs étaient des pécheurs par nature, ils pouvaient bien exercer ce qu'on appelle communément le métier de banquier. Sur la place centrale du ghetto, baptisée Il Campo, les nouveaux arrivants aménagent un marché. C'est là qu'Elia Calimani installe sa banque. Il l'appelle Banco Rosso. Le ghetto sera le quartier des Juifs vénitiens plusieurs siècles durant, et le Campo en sera le centre névralgique. Selon la tradition juive, Elia fixe au montant de la porte de sa banque un petit étui renfermant un morceau de parchemin. Il s'agit d'une mezouza. Sur ce parchemin figure une prière calligraphiée. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kiteshanu bemitzvotav vetzivanu likboa mezouza. Amen. Cette mezouza désigne la maison comme étant juive et apporte bonheur et protection aux occupants des lieux. Selon la coutume ashkénaze, l'étui doit se présenter en position oblique, peut-être pour nous rappeler que seul Dieu a le pouvoir de tout redresser. Chaque fois qu'Elia entrera dans sa banque ou en sortira, il embrassera ce petit étui métallique. Aujourd'hui encore, on trouve une mezouza à l'entrée de toutes les maisons et boutiques juives du ghetto. Y compris sur le montant de la porte du Banco Rosso, reconverti en musée. Jadis, le ghetto comptait 3 banques. Outre le Banco Rosso, la banque rouge, il y avait le Banco Verde, la banque verte, et le Banco Nero, la banque noire. Ces 3 couleurs étaient celles des quittances et facilitaient les rapports avec les clients qui ne savaient pas lire. Contrastant avec la simplicité des bâtiments du ghetto, le palais des Doges, centre du pouvoir de la République de Venise. Quand je suis entré dans ce palais pour la première fois, j'ai ressenti ce qu'ont dû ressentir les gens au XVIe siècle. Je me suis senti petit, insignifiant. J'ai été émerveillé par cet or, par ce marbre, ces tableaux. Et j'ai su qu'il y avait là beaucoup d'argent et de pouvoir. Que Bernd Ruck, spécialiste de l'histoire de Venise, soit aujourd'hui encore impressionné par la magnificence des lieux n'a rien d'étonnant. On avait fait construire ce palais dans le but d'en imposer. Des siècles durant, Venise a été l'une des villes les plus riches d'Europe. C'était une république représentée par un doge et un sénat. La tolérance était un atout économique important. Le commerce faisait le bonheur et le malheur de Venise. Quand il était florissant, Venise se portait bien. Et quand il ralentissait du fait de la concurrence très redoutée ou de la guerre, Venise se portait mal. C'est ainsi que les Vénitiens ont développé une mentalité pacifiste. Soucieux de préserver le commerce, ils cherchaient autant que possible à éviter les conflits. Les commerçants ont toujours détesté les guerres. Mais parfois, la guerre est inévitable. En 1509, une alliance entre le pape, la France et l'Autriche menace la République.
la Sérénissime, s'en remet de justesse. La fin semblait proche. L'ennemi était dans la lagune. Mais par chance, ou grâce à ses talents diplomatiques et surtout au manque de cohésion au sein des troupes ennemies, qui n'étaient pas d'accord sur la façon dont elles allaient se partager le butin, Venise a réussi à se tirer d'affaire. Les temps étaient durs. Rien ne coûte plus cher que la guerre. Pour la faire, il faut 3 choses. De l'argent, et encore de l'argent. Les Juifs étaient donc très utiles aux nobles vénitiens. Ils dépannent en effet les Vénitiens en manque d'argent. De plus en plus de Juifs affluent dans le ghetto, fuyant les guerres et les persécutions. Bientôt, la place vient à manquer. Qui c'è il mio banco? No, questo è il mio banco. Certo che no. Certo che sì. Ah, certo che no. Certo che sì. Ma cosa vuol dire? Certo che no. Vuol dire certo che no. Guru, dai piedi, su. No. Caro mio, il banco oggi è occupato. Arrivederci. Devant le Banco Rosso, la file d'attente se fait de plus en plus longue. La guerre a précipité de larges parts de la population vénitienne dans la misère. Les banques juives, qui pratiquent le prêt sur gage, ont pour mission de venir en aide au peuple grâce à de petits crédits. On veut ainsi éviter les troubles. Servo su. Il ne faut pas se laisser aveugler par le marbre et l'or. La grande majorité des Vénitiens étaient pauvres. Venise était peut-être un peu mieux lotie que les autres villes d'Europe, car elle était approvisionnée en céréales grâce au commerce maritime. Mais il y avait malgré tout une grande pauvreté. Quiconque a besoin d'argent apporte un objet de valeur à la banque et le met en dépôt en échange d'un prêt en espèces. S'il réussit à rembourser son crédit dans les temps, intérêt compris, il récupère l'objet. Sinon, celui-ci devient la propriété de la banque, qui peut en faire ce que bon lui semble, y compris le vendre. Le prêt sur gage ne peut toutefois pas s'appliquer à n'importe quel objet. L'Église y est très attentive, en particulier certains moines franciscains. Jusque-là, c'étaient eux qui faisaient l'aumône aux pauvres. Les prêteurs juifs les privent de ce rôle de sauveur. Aussi leur est-il strictement interdit de prendre en gage des objets sacrés du culte chrétien. Fammi vedere cosa c'è! E tu, cosa c'è? E tu anche, presto, presto! Fammi vedere! Eretico! Eretici! A morte, gli ebrei! Cet incident peut conduire Elia Calimani devant le tribunal de l'Inquisition. Chrétiens et juifs implorent ensemble l'aide de Dieu par des prières et des appels à l'aide. Si les mots diffèrent, le Dieu est le même. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amen. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amen. Les Juifs ont été poursuivis et condamnés à mort pour des délits bien plus insignifiants. Depuis le Moyen Âge, des pogroms ont lieu dans toute l'Europe. Les Juifs sont rendus responsables de tous les maux, surtout de la peste et autres catastrophes. Les Ashkénazes d'Allemagne en sont victimes en 1348 lors d'une épidémie de peste noire. On les torture pour les contraindre à avouer leur culpabilité, puis on les exécute. L'humiliation suprême est de les pendre avec un chien.
En les faisant brûler, on entend chasser les mauvais esprits. À Venise, l'ordre des franciscains est le grand ennemi des Juifs. Leur siège principal est l'église des Frari, qui est flanquée d'un monastère. Celui-ci est aujourd'hui partiellement désaffecté et abrite les archives d'État de Venise, qui constituent l'une des plus volumineuses collections de documents historiques au monde. Toute l'histoire de la Sérénissime y est entreposée, et avec elle, l'histoire de l'Europe médiévale et du début des temps modernes. Des centaines de milliers de dossiers remplissent des kilomètres de rayonnage. Combien y en a-t-il en tout? Nul ne le sait. Tout n'a pas encore été étudié. De nombreux secrets sommeillent donc sur ces étagères. C'est là aussi que sont conservés les actes des autorités judiciaires vénitiennes concernant le ghetto. On y trouve notamment un document important, l'acte constitutif du ghetto de Venise, où figure la toute première mention du mot ghetto dans son acception actuelle. L'histoire de ce mot est étonnante. Donatella Calabi va nous l'expliquer. Avant 1516, le ghetto était une zone industrielle principalement consacrée à la production de cuivre. Le terme ghetto vient de là. C'est un toponyme qui n'a rien à voir avec les Juifs ni avec la ségrégation. Ce n'est que plus tard qu'il y a eu un glissement terminologique et que tout le monde s'est mis à associer le mot ghetto à un lieu de marginalisation et de ségrégation. Mais à l'origine, ce mot n'avait vraiment rien à voir avec la ségrégation. C'était le nom d'un lieu qui existait à Venise depuis le Moyen-Âge et qui en vénitien se prononçait ghetto, car on y jetait les scories de cuivre. La prononciation ghetto date de l'arrivée des Juifs d'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle est postérieure à la création du ghetto. Ce sont les Allemands qui ont transformé le G en G. Aujourd'hui, la notion de ghetto est connue dans le monde entier. Le nom de ce quartier en bordure de la Sérénissime est devenu au niveau mondial le synonyme de la persécution, de l'oppression, de la ségrégation. Mais le ghetto de Venise était plus contrasté. C'était un lieu d'ombre et de lumière, d'exclusion et d'intégration. Qui remarque aujourd'hui les signes témoins de l'enfermement des Juifs en ce temps-là? Un œil avisé discernera les petites encoches dans les murs qui accueillaient jadis les charnières des portes du ghetto. Les habitants du ghetto étaient emprisonnés. Ce pont constituait l'une des 3 entrées de cette prison à ciel ouvert. Les maisonnettes de gardiens qui l'encadrent en attestent. Aujourd'hui encore, on ne pénètre dans cette enceinte que par les mêmes 3 entrées. Chacune d'elles donne sur le canal qui entoure le ghetto. Le canal derrière moi constituait la frontière du ghetto. Ces vieux immeubles en faisaient une sorte de forteresse à l'intérieur de la ville. C'était donc un lieu fermé et ouvert à la fois. Les Juifs s'y sentaient exclus, séparés du reste de Venise et en même temps inclus, protégés au sein de la cité. Ricca Calimani attend son mari Elia. Il est entendu par les autorités vénitiennes. Il ne devrait pas tarder. Les portes du ghetto vont bientôt fermer. Aussi étrange que cela puisse paraître, les hauts murs du ghetto
constitue une prison, mais aussi un rempart très rassurant pour les Juifs de Venise. Surtout la nuit. Rester hors de la forteresse après la fermeture des portes le soir est très risqué pour un Juif. Les cloches sonnent pour annoncer la fermeture des portes du ghetto. Elias sera-t-il rentré à temps? Rika craint qu'il ne soit retenu par le tribunal de l'Inquisition. Mais à Venise, le pouvoir de l'Église est limité. La République accorde plus d'importance au commerce qu'à la vraie foi. Les infractions y sont donc moins sévèrement sanctionnées qu'ailleurs. Lorsque retentit la marangona, la plus grande cloche du campanile de Saint-Marc, les portes se ferment pour de bon à minuit. Toutefois, le ghetto n'est pas isolé du reste de Venise par ses seules portes. Chaque île est entourée d'un canal. Celui qui encercle le ghetto n'est pas très large, mais suffisamment pour laisser passer les barques des gardiens. Ces gardiens étaient des chrétiens appointés par les Juifs, mais choisis par la République vénitienne pour contrôler que portes et fenêtres étaient closes pendant les heures de fermeture, c'est-à-dire pendant la nuit. Devoir rémunérer eux-mêmes leurs propres geôliers était pour les Juifs une humiliation de plus. Venise était très puissante, mais elle n'en faisait pas moins les choses dans les règles. Pour donner un cadre juridique au séjour des Juifs en son sein, elle a décidé de leur faire souscrire une sorte de contrat appelé condotta. Cette condotta détermine la conduite que doivent adopter les Juifs s'ils veulent être autorisés à séjourner à Venise. Car la République les voit comme des gens de passage, qu'elle tolère sur son territoire à titre provisoire, moyennant des impôts élevés et l'obligation d'exercer le prêt. Ces conditions sont bien entendu imposées et non négociables, et elles changent très souvent. Non va bene quello. Come possono farci quello? Au début, ces condottées étaient renouvelées tous les 5 ans, et c'était là une source importante de tension. Les Juifs étaient constamment menacés d'expulsion, et les conditions de séjour n'étaient pas des plus justes. Il était interdit aux Juifs d'accéder à la propriété. Ils occupaient en tant que locataires des maisons appartenant à des chrétiens qui ont majoré les loyers de 30% en 1516, au moment de la création du ghetto. C'est-à-dire que les nouveaux locataires juifs payaient bien plus cher que les anciens locataires chrétiens. C'était évidemment un énorme avantage pour les propriétaires. Comme ils ne pouvaient pas acheter les maisons où ils habitaient, ils ne pouvaient posséder que de l'argent. Et que fait-on avec l'argent qu'on ne peut pas dépenser? On le prête. De nouvelles générations de prêteurs s'installent au ghetto. Les années passent. La coutume consistant à accrocher une mezouza au montant de sa porte perdure au fil des siècles. Mais les Juifs du ghetto ne sont pas tous banquiers.
Ceux qui n'ont pas d'argent à prêter doivent trouver d'autres sources de revenus. Mais là encore, les conditions sont très strictes. Les Juifs ont interdiction d'exercer les métiers de l'artisanat relevant des corporations officielles. Très inventifs, ils s'emploient à recycler ce dont les autres se débarrassent, notamment les os. Ils apprennent également à tirer parti de la spécificité de Venise, ces canaux dans lesquels vivent de nombreux animaux comme des crabes. Crabes et eaux assurent aux Juifs les plus pauvres du ghetto une source de revenus. Si l'on y prend garde, on peut encore observer quelques traces de ces activités. Sergio Stefanoni sait où les trouver. Les gens entrent dans le ghetto sans en connaître l'histoire, sans comprendre, sans savoir déchiffrer les signes. Et pourtant, quand on vit ici, on sait que toutes ces pierres racontent une histoire. Il faut imaginer que c'est un lieu qui regorge de détails étranges, un peu mystérieux, énigmatiques. Par exemple, ces deux fenêtres qu'on voit ici au niveau de la marée. Venise est construite dans l'eau. Plus qu'aucune autre ville, elle est soumise aux marées. 2 fois par jour, le niveau de la mer monte et descend, avec des variations pouvant atteindre 80 cm. L'eau s'engouffre dans les canaux et le niveau monte. C'est ce qui explique ces fenêtres condamnées dans la partie inférieure des bâtiments. Mais elles n'ont pas toujours été murées. Elles se situent juste au-dessus du niveau de l'eau à marée basse et juste en dessous à marée haute. Autrefois, on laissait l'eau entrer et inonder les pièces sur lesquelles elles ouvraient. C'était des entrepôts. On y jetait des os, en particulier des os de bœuf. Et avec la marée, il y entrait des seiches et des crabes qui mangeaient les restes de chair sur les os. Après quoi, l'eau salée achevait de les nettoyer. Et au bout d'un mois environ, on venait récupérer les os et on les apportait au campo, où on en faisait des boutons. C'était là une des activités qu'on concédait volontiers aux Juifs, car elle était considérée comme immonde. De ce fait, elle était évidemment dévolue aux plus pauvres. Les boutons de l'époque sont en corne, en bois ou en métal, ou encore en os. Les boutons en os sont moins résistants que les autres, mais ils coûtent moins cher. De façon générale, les Juifs n'ont le droit d'exercer que des activités jugées avilissantes par le reste de la population, comme par exemple aiguiser des couteaux, réparer des chaudrons ou vendre des objets usagés. Le commerce de produits neufs leur était interdit, exception faite des denrées alimentaires cachères. Néanmoins, leur activité principale demeure sans conteste le prêt d'argent. Mais les pauvres de Venise sont toujours plus pauvres et le besoin de petits crédits toujours plus important. À tel point que les prêteurs juifs n'ont bientôt plus de quoi faire face. Ils doivent alors emprunter eux-mêmes de l'argent aux riches Vénitiens. Le prêt à intérêt était interdit entre frères, autrement dit entre chrétiens. Mais les Juifs n'étant pas considérés comme des frères, les riches chrétiens de Venise pouvaient leur prêter de l'argent. C'est la République qui fixe les taux d'intérêt dont doivent s'acquitter les emprunteurs juifs. La réglementation est de plus en plus stricte. De fait, à partir des années 1570, les banques du ghetto ne sont plus des entreprises privées, car elles sont financées par les aristocrates vénitiens qui en assurent le fonctionnement. C'est tout à fait paradoxal.
Au milieu du XVIe siècle, de nouveaux visages font leur apparition dans le ghetto. Leurs vêtements ont quelque chose d'exotique, ils parlent une langue inconnue. Ce sont des marchands venus d'Orient. Ils sont riches, très riches. Jusque-là, il était rare que de riches marchands s'aventurent dans le ghetto. Pour les juifs allemands et italiens installés ici de longue date, ces nouveaux venus sont de parfaits étrangers. Molto rare questi bottoni. Ho visto anche questi gialli, questi marroni, questi... Cosa fa? Marino ha rotto il bottone. Adesso lo deve pagare. No, non vada via. Et pourtant, ce sont des juifs aussi, des juifs séfarades. Ils ont fui le Portugal et l'Espagne à la suite du massacre de Lisbonne en 1506, l'un des plus grands pogroms du début de l'ère moderne. Ils sont alors partis chercher refuge ailleurs, en Europe et en Afrique du Nord. Beaucoup s'installent à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, l'un des plus importants partenaires commerciaux de Venise. Pour l'économie vénitienne, il est essentiel d'entretenir de bonnes relations avec l'Orient. Voilà pourquoi on propose aux Juifs séfarades de s'installer au ghetto. Ces gens n'ont pas du tout les mêmes coutumes que les Ashkénazes. Ils ne pratiquent pas les mêmes métiers. Les premiers juifs du ghetto, principalement italiens et allemands, sont usuriers ou brocanteurs. Ceux qui arrivent d'Espagne, du Portugal ou de l'Empire ottoman sont des marchands qui pratiquent le commerce maritime. Ils ont donc des habitudes et un comportement très différents. Le ghetto doit être agrandi. Il dépasse désormais les frontières du ghetto Nuovo pour investir le site du ghetto Vecchio. De plus en plus de gens viennent s'y installer, si bien que la place vient à manquer. À défaut de pouvoir s'étendre au sol, le ghetto prend de la hauteur. On construit alors des immeubles tels qu'on n'en voit que dans le ghetto à Venise. Une entreprise risquée, car n'oublions pas que la ville a les pieds dans l'eau. Cela commence par l'étude des lois de la statique. Comment les ingénieurs du bâtiment relèvent-ils le défi à l'époque? Donatella Calabi a trouvé la réponse aux archives d'État où sont conservés les plans originaux des immeubles du ghetto. Les premières vagues migratoires entraînent un important accroissement de la population. Au milieu du XVIIe siècle, le ghetto compte environ 3000 habitants. Et cette densité de population aboutit logiquement à la construction de maisons qui s'élèvent en hauteur, ce qui est très rare à Venise. Dans une ville au sol sablonneux, construire en hauteur est à la fois très difficile et relativement dangereux. La solution retenue sera de construire des édifices très légers, avec les murs les plus fins possibles et une hauteur sous plafond réduite au maximum. C'était le seul moyen de construire des immeubles de 7, 8, voire 9 étages. Les appartements bas de plafond des immeubles du ghetto existent toujours et sont encore habités, ce qui n'est pas sans poser quelques petits problèmes. Attention, ici, il faut toujours... Aïe! Ah bon sang! Il n'y a pas à s'y tromper, on est à Venise. C'est typique. Oui, elle est traître, celle-là. Quand Sergio Constantini invite ses amis chez lui, il doit les mettre en garde. Attention à la tête. Ces encadrements de porte. Allons par là. Tu as raison. Quelle merveille cet itinéraire depuis le Piazzale Roma. Aïe! Tu te l'es prise?
Ah oui, et pas qu'un peu, c'est dingue ces plafonds. On n'en trouve qu'à Venise. C'est vrai. Et il faut les mériter. Pour Sergio Costantini, ce plafond bas n'est pas un problème. Il mesure 1,60 m, soit la taille moyenne d'un homme des XVIe et XVIIe siècles. Mais pour beaucoup de ses amis, son appartement est un vrai défi. La maison de Sergio Stefanoni est vraiment étonnante. Il a découvert la signification des fenêtres murées, mais il a aussi trouvé quelque chose de plus surprenant encore dans son appartement. Sergio est psychiatre dans un établissement pénitentiaire et il a emménagé dans le ghetto il y a quelques années. Je n'ai fait le rapprochement qu'après coup. Je travaille dans un lieu d'emprisonnement et je vis dans un quartier qui l'a longtemps été avant d'ouvrir ses portes. Une plaque de pierre à l'entrée de son immeuble indique qu'il s'agissait autrefois d'une maison commune. Il est très différent des bâtiments voisins. Ce qui m'a impressionné dans cet appartement, ce sont ces espaces immenses. Il était composé de 3 pièces très vastes qu'aucune cloison ne venait compartimenter. Ça n'a rien à voir avec les autres habitations du ghetto, où les pièces sont minuscules et comme encastrées les unes dans les autres. J'ai fait des recherches pour essayer de comprendre cette différence, en fouillant dans les archives de la communauté juive. Et j'ai appris que c'était une sorte de salle des fêtes. Depuis, je m'imagine des fêtes gigantesques réunissant toute la communauté, où l'on festoyait ensemble et où l'on passait du bon temps. Je vis donc dans une maison qui a été un lieu rempli de joie, un lieu où les membres d'un peuple persécuté venaient s'amuser. Ces moments pleins d'allégresse étaient précieux, car c'était une joie libératrice. Vous voyez cette place immense, le campo. Il faut l'imaginer grouillant de monde, de gens qui travaillaient et qui vivaient ici. Grâce à cette vaste place, les nombreux habitants du ghetto disposaient d'un espace extérieur pour les choses importantes. La prière, le travail, les fêtes et d'espaces minuscules pour la vie privée. Voilà donc comment s'organisait la vie dans le ghetto. La grande place du Ghetto Nuovo est devenue, dès la création du ghetto, un lieu d'identité communautaire très important. La présence de puits, donc l'approvisionnement en eau, et de synagogues, était vitale pour la communauté. Et le campo était un lieu de rencontre. Le campo est aujourd'hui l'une des plus grandes places de Venise. Même s'ils souffraient de l'exiguïté de leurs habitations, les gens du ghetto disposaient d'un immense espace public ouvert à tous. Une grande place comme celle-ci est un bon antidote contre la sensation d'enfermement. Le campo du ghetto est devenu l'une des places les plus appréciées des Vénitiens. Les enfants peuvent s'y ébattre sans risquer de tomber dans un canal. L'un de ses habitants actuels vient de Jordanie et il a ouvert un commerce sur la place.
Mon restaurant a beaucoup de succès. Il faut dire que je me donne beaucoup de mal et que le lieu est très central. Nous sommes en plein cœur du ghetto de Venise. Je suis venu ici en 2000 pour rendre visite à mon oncle, qui était étudiant à Venise. Et j'ai eu le coup de foudre pour la ville. Alors, j'ai décidé d'y rester. Je suis musulman. Ça peut paraître étrange pour certains que je me sois établi ici, mais pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Depuis que je suis installé au ghetto, je n'ai pas senti de différence. Je m'y suis immédiatement senti bien. Je fais ce que j'ai à faire, en bonne harmonie avec la ville. C'est typiquement vénitien. J'ai eu de la chance, et cette chance, je l'entretiens. Car selon moi, la chance ne sourit pas à un homme une fois dans sa vie, mais tous les jours. Il faut marcher main dans la main avec elle. La grande place du ghetto a toujours été très vivante. Du moins autant que les autorités vénitiennes le permettaient. Les enfants y jouaient, on venait y converser, se retrouver, comme sur toute place italienne en réalité. Au XVIIe siècle, le campo est également fréquenté par les Vénitiens qui viennent y faire des achats. Les denrées coûtent moins cher ici, en particulier les étoffes, qui sont de très bonne qualité. Venues de l'étranger, elles sont présentées comme de seconde main pour ne pas enfreindre la fameuse condotta. La vie de tous les jours semble plutôt normale, mais un siècle après la création du ghetto, les Juifs sont toujours soumis à des règles très restrictives. Ils continuent à payer de lourds impôts, ils ne peuvent pas être propriétaires de leur maison et ont interdiction de quitter le ghetto la nuit. Et le jour, s'ils veulent s'aventurer hors du ghetto, ils doivent porter un couvre-chef jaune ou rouge, aussi bien les hommes que les femmes. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafe. Salute. Buonissimo lui. E adesso vedi con me, andiamo? Dai, muoviti, andiamo. Ce marchand doit trouver son chapeau s'il veut sortir du ghetto. Ce signe distinctif fait des Juifs des marginaux. Vai, che c'è il capello? Capello, lascia stare il capello, dai, andiamo. Ah, dai, muoviti. Ehi. Sì. Dai. Dai, andiamo bene. In un locale dove tu non sei mai stato. Cette tradition, l'obligation pour les Juifs d'arborer ce signe distinctif, montre clairement que sans cela, on pouvait les prendre pour des Vénitiens. Le ghetto reste un ghetto. La communauté juive de Venise demeure isolée et méprisée par une grande partie de la population vénitienne. Dans ce contexte difficile, elle connaît malgré tout un important développement culturel. Les nombreuses synagogues érigées dans le quartier en sont la preuve. L'intérieur de ces lieux de culte est d'une grande beauté. Au fil des décennies, 5 synagogues rivalisant de magnificence voient le jour au sein du ghetto. Leur nombre reflète les différentes vagues d'immigration juive. Chaque groupe bâtit sa propre synagogue. Il y a d'abord la synagogue allemande, puis la synagogue Canton, construite par les Juifs français, puis la Levantine, érigée par la communauté juive venue des Balkans, l'espagnole et enfin l'italienne. Chacune
a alors son propre rabbin. Aujourd'hui, c'est Shalom Babout qui officie pour l'ensemble de la communauté. Venise n'est pas une très grande ville. Si vous vous promenez dans la Strada Nuova, que ça vous plaise ou non, vous rencontrerez beaucoup de monde, des juifs et des non-juifs. Un des rôles primordiaux du rabbin est de cultiver les liens avec la ville et d'en faire profiter les membres de sa communauté. Il peut le faire soit durant les prières, c'est-à-dire durant l'office. Personnellement, je donne en général de brèves leçons, dont j'espère qu'elles ne sont pas trop ennuyeuses, soit en appelant les personnes individuellement. Dans le judaïsme, l'accent est mis sur l'apprentissage permanent. Des cours sont donc proposés par le rabbin dans chaque communauté. On y aborde les questions religieuses, mais aussi toutes les thématiques importantes de la vie. Les participants sont autorisés à remettre en question absolument tout, y compris les idées du rabbin. Pour devenir rabbin, j'ai étudié au collège rabbinique italien de Rome. À vrai dire, je ne le suis pas depuis très longtemps, formellement. Au sens classique du terme, un rabbin est à la tête d'une communauté. On peut aussi être vice-rabbin. Or, pendant de nombreuses années, je n'ai exercé aucune de ces fonctions. J'enseignais la physique à l'université, autant dire un domaine très différent. Un rabbin n'est pas affecté à un poste par une direction centrale. Il est choisi et appelé par la communauté elle-même. Shalom Babout est originaire de Naples, mais c'est à Venise qu'il a trouvé sa vocation, celle d'encadrer ses coreligionnaires, de diriger le culte et d'enseigner dans les synagogues. S'il brille de mille feux à l'intérieur, ces lieux de culte passent quasiment inaperçus de l'extérieur. On voit bien que c'est un bâtiment un peu particulier, mais on pourrait penser que c'est une maison patricienne, par exemple, un édifice d'une certaine importance, pas forcément une synagogue. Vu de l'extérieur, rien ne laisse soupçonner un lieu de culte. La porte pourrait être celle d'un bâtiment important, mais pas nécessairement celle d'une synagogue. 5 synagogues, quasiment les unes à côté des autres. Seuls de petits détails révèlent que derrière les façades les plus discrètes se cache un lieu de prière et d'enseignement religieux, une rangée de fenêtres hautes, des lanterneaux sur les toits et des inscriptions sur les murs. Les synagogues se fondent dans l'architecture du ghetto sans en altérer la physionomie. Parfois, une synagogue est perchée au-dessus d'un autel. La vie religieuse et la vie quotidienne se déroulent alors sous un même toit. Les inscriptions murales rappellent qu'une synagogue est un substitut du temple de Jérusalem. Celui-ci ayant été détruit, chaque synagogue comporte une faille, un signe d'imperfection. Ce signe est souvent dissimulé dans la décoration intérieure sous forme d'un petit défaut à peine visible, comme un motif qui détonne. Si on ne fait pas attention, on ne la remarque pas. Mais quand on est au courant, on sait que c'est là, en souvenir du temple. Et que cette synagogue, aussi belle soit-elle, n'est pas parfaite, qu'elle a un défaut de fabrication. Et ça nous rappelle par la même occasion qu'aucun de nous n'est parfait. Venise est entourée d'eau. Elle est tout entière comme un grand ghetto. Au cœur d'une lagune où se trouve une myriade d'autres petites îles qui se sont peuplées au fil des siècles. Cette lagune,
est la base vitale de Venise. Ce que peu de gens savent, c'est que la lagune n'est pas un élément naturel. Au contraire, il faut l'entretenir en permanence. Elle est en grande partie l'œuvre de l'homme, et ce depuis le Moyen-Âge. Il fallait veiller à ce qu'elle soit suffisamment alimentée en eau douce. Il fallait draguer les chenaux. C'est un travail continuel, car l'écosystème de la lagune vénète est très complexe. Voici à quoi ressemblait la lagune avant que les premiers pieux ne soient enfoncés dans son sol bourbeux. Les fondations de la ville de Venise. Pour pouvoir naviguer dans cette lagune peu profonde, des chenaux ont été creusés. Les navigateurs étrangers ne connaissaient pas ces chenaux et ne savaient donc pas où ils pouvaient passer. On a toujours dit que Venise était protégée par des remparts d'eau. C'est une excellente manière de décrire sa situation à l'intérieur de la lagune. La lagune faisait le bonheur et le malheur de Venise. Et on ne pouvait pas y circuler sans avoir une connaissance parfaite des lieux. Il fallait connaître la trajectoire précise des chenaux. Aujourd'hui, ces chenaux ou canaux sont marqués par des piquets en bois. Certains sont même assez profonds pour permettre le passage d'énormes navires de croisière. Un de ces canaux est dû à une initiative de la communauté juive. Encore emprunté aujourd'hui, il est né de la cohabitation problématique des Vénitiens chrétiens et des Juifs. L'épisode du canal des Juifs est selon moi l'un des plus intéressants de la longue histoire des Juifs à Venise et des relations entre Juifs et Vénitiens. Le canal des Juifs a été réalisé aux alentours de 1660, à la suite de manifestations antisémites très explicites dans la ville. Il faut savoir que, pour aller au cimetière, les Juifs devaient se déplacer en bateau. Le cimetière juif se trouve aujourd'hui encore sur l'île du Lido. Les Juifs devaient transporter leurs morts sur de petites embarcations en empruntant les canaux étroits de la ville. Ce faisant, ils s'exposaient à l'hostilité d'une partie de la population vénitienne. Celle-ci empruntait de l'argent aux Juifs, mais ne les en détestait pas moins. Souvent, les hommes méprisent ceux envers qui ils sont redevables. Les Juifs et leurs morts se faisaient notamment traiter de porcs, comme en témoigne une caricature de l'époque. Un jour, les garçons du quartier du Castello ont jeté des pierres du haut du pont San Pietro di Castello sur les bateaux funéraires. À la suite de cet incident, la communauté juive a demandé au Sénat de la République l'autorisation de creuser un chenal extérieur à la ville, de façon à éviter les zones densément peuplées et ce genre de désagréments. Le Sénat le leur a accordé et les Juifs ont pu creuser leur canal, à leurs frais évidemment. Aujourd'hui, ce canal est l'une des plus importantes voies d'eau du nord de Venise. Il est emprunté par de nombreux vaporetti, bateaux-taxis et autres embarcations privées se rendant au Lido. Aldo Izzo est l'actuel gardien du cimetière juif. J'ai eu une existence assez extraordinaire.
Tout sauf banal, très intense et faite de périodes très différentes les unes des autres. Aldo Izzo est l'un des rares juifs qui vivent sur l'île du Lido, mais tous les juifs de Venise s'en vont le retrouver lors de leur dernier voyage. Beaucoup de juifs vénitiens sont enregistrés au Lido. Ils veulent y être enterrés parce que leurs grands-parents y sont enterrés et leurs arrière-grands-parents, leurs trisaïeuls, leurs quadrisaïeuls, leurs quinquisaïeuls. La vie d'Aldo Izzo reflète le destin de nombreux juifs vénitiens du XXe siècle. Déportés, pourchassés, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont souffert de l'éloignement de leur pays, de leurs proches, de leurs racines. Mon père était angliciste et amoureux de la culture, du modèle démocratique britannique. Il n'aimait pas trop notre duce, notre dulcione, notre grand chef, Benito Mussolini. La famille d'Aldo Izzo quitte Venise avant la Seconde Guerre mondiale pour aller à Copenhague, où on ne veut pas d'eux parce qu'ils sont juifs. Ils reviennent donc à Venise lorsqu'elle est libérée des fascistes et des nazis, mais l'euphorie est de courte durée. Après la libération, j'ai pu retourner à l'école. Dans ma tête d'adolescent de 14 ans, je m'imaginais un retour triomphant. Mais pas du tout. À l'école, mes camarades étaient tous de vrais petits fascistes ultra-antisémites. Après la guerre, Aldo et son frère continuent à subir les brimades de leurs camarades d'école. Pour y échapper, ils se réfugient au cimetière. C'était le seul endroit où on nous laissait en paix. Alors mon frère et moi, on allait jouer là-bas au cimetière, qu'on appelait notre terrain de jeu, ou plutôt notre Spielplatz, à l'allemande, parce que c'était le mot employé au Danemark. Et on jouait à cache-cache entre les stèles. Une fois adulte, Aldo Izzo en a assez de Venise. Il devient navigateur, sillonne les mers et finit par revenir à Venise. Aujourd'hui, il s'occupe des tombes du cimetière San Nicolo. J'ai fait comme ces poissons qui naissent à un endroit, puis migrent à travers les mers et les océans, avant de s'en retourner mourir là où ils sont nés. À mon retour à Venise, j'ai accepté de bon cœur la direction de ce cimetière. Une vieille coutume juive consiste à déposer des cailloux sur les stèles funéraires. Ces petites pierres renvoient aux rochers qui fermaient les anciens tombeaux juifs en terre d'Israël. Ce cimetière abrite des tombes remarquables. Ce relief représente un épisode de la Bible, relaté au chapitre 13 du livre des Nombres, donc tout au début, celui où Moïse envoie des hommes par-delà le Jourdain explorer cette fameuse terre promise. Ils découvrent une terre extrêmement riche et fertile et en rapportent une grappe de raisin tellement grosse qu'ils doivent s'y mettre à deux pour la transporter, suspendue à une perche. Le plus drôle, c'est que ces deux porteurs sont nus comme des vers, mais en bon juif, ils ont la tête couverte. Dans l'une de ces tombes repose une femme d'exception, Sarah Copia Soulam, une poétesse et philosophe juive du XVIIe siècle.
Dans la société juive, les femmes ont toujours eu une place très importante. C'était à elles qu'était confiée la tâche d'élever les enfants. C'était à elles de faire leur éducation, y compris religieuse. Donc de leur enseigner les berarot, les bénédictions. Et pour cela, elles devaient savoir lire. Anna Vera Sulam est écrivaine. Elle étudie l'histoire du peuple juif avec son mari, Riccardo Calimani. Sais-tu où est le portrait de Sarah Copia Sulam? Ici. Les femmes savaient lire. Et de manière générale, chez les Juifs, il y avait très peu d'analphabètes. Presque tous les hommes savaient lire, ainsi qu'une grande partie des femmes. Lire, c'est avoir accès à l'éducation et au savoir. Sarah Copia Sulam devient une grande intellectuelle juive à une époque où la culture est à son apogée dans le ghetto. La guerre de 30 ans fait alors rage en Europe, mais à Venise, on s'en rend à peine compte. L'imprimerie se développe dans la communauté juive et le ghetto est en contact permanent avec le reste du monde. L'un des plus grands érudits juifs vénitiens de l'époque est Léon de Modène. Il incarne à merveille l'esprit baroque. Philosophe, écrivain, alchimiste et rabbin, il n'est pas hostile au plaisir de ce monde. Il aime jouer et boire. Et c'est le professeur de Sarah Copia Sulam. C'était une femme pleine de contradictions, à l'image de celle de son époque. Outre l'italien, Sarah parle couramment le latin, le grec et l'hébreu. C'était une très belle femme. Elle suscitait probablement beaucoup de curiosité en tant que juive qui entretenait des relations avec les hommes et discutait de philosophie et de religion. Sarah tient salon chez elle. Tout Venise s'y retrouve, juifs comme chrétiens. La ville est au pied de cette belle femme, aux manières exquises et d'une grande intelligence. Que des hommes de confession chrétienne se laissent aller à des discussions philosophiques avec une femme de confession juive est très inhabituel. Et la situation n'est pas sans danger pour Sarah, car cela est contraire aux bonnes mœurs. Un incident amène Sarah à rédiger un manifeste qui deviendra l'une des premières publications philosophiques signées de la main d'une femme. Buongiorno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Elle demande conseil à son professeur, le rabbin Léon de Modène. Elle s'était disputée avec un certain Baldassare Bonifacio, qu'il avait accusé de nier l'immortalité de l'âme. C'était une accusation très grave, qui la mettait en danger, car elle pouvait attirer l'attention de l'Inquisition. Sarah doit réagir. Sur le conseil de Léon de Modène, elle écrit le manifeste de Sarah Copia Sulam. Celui-ci débute sur une salutation à son père défunt. Par cette introduction, elle coupe court à toute accusation selon laquelle elle remettrait en question l'immortalité de l'âme. Le destin de Sarah illustre bien la précarité extrême dans laquelle vivent les Juifs de Venise, entre considération et persécution.
tel sera le sort du plus célèbre juif du ghetto. C'est quand même curieux que le juif vénitien le plus connu de tous les temps soit Shylock, un personnage fictif, imaginaire, qui n'a jamais existé. Stop my house's ears. I mean, the casements. Let not the son of Shalom Hazirut enter my sober house. Lo giuro per il baston de Jacob. I have no mind of feasting forth tonight. Shylock est le protagoniste principal de la pièce de Shakespeare, Le Marchand de Venise. C'est un usurier juif qui, un jour, pose une condition particulière à un prêt. En cas de défaut de paiement, il se réserve le droit de prélever 1 livre de la chair de l'emprunteur, un gage auquel il finira par renoncer. Si ce personnage avait existé, il aurait vécu ici, au ghetto de Venise. Peut-être aurait-il dirigé le Banco Rosso. La pièce a donné lieu à des interprétations antisémites, et Shylock est devenu l'archétype du juif âpre au gain. Mais Shakespeare n'a pas connu le ghetto. Son personnage est une invention littéraire. Pour la toute première fois, sa pièce est jouée sur les lieux mêmes de l'intrigue. Shylock est un personnage complexe. On l'a utilisé pour nourrir l'antisémitisme. Les gens ont interprété cette pièce comme ça les arrangeait, pour servir leurs intérêts. Moi, je l'ai prise pour ce qu'elle est, une pièce de Shakespeare. Shakespeare était un grand poète. Et les grands poètes transcendent la réalité. La metteur en scène fait jouer Shylock par plusieurs comédiens des deux sexes. Elle entend ainsi illustrer la complexité du personnage. Elle souhaite également ancrer davantage l'œuvre dans la réalité. Au lieu de construire une scène, de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut illustrer, on a voulu jouer sur les lieux mêmes de l'intrigue, pour que le public soit sur place et que les acteurs marchent sur le pavé même du ghetto. Pour nous, c'est la plus belle scène qui soit. Écoutez, on entend les cigales. Loin des stéréotypes, le Shylock de Shakespeare exprime de vrais sentiments. Le voici demandant grâce sous les traits d'une femme. Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapon, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is. If you break us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? Les Juifs sont rendus responsables de tous les maux. L'île du Lazzaretto Nuovo, le nouveau Lazaret, doit protéger Venise contre la pire calamité qui pouvait s'abattre sur la ville à l'époque. Les bateaux vont et viennent, et avec eux, les épidémies. La plus redoutée est la peste. Le Lazzaretto Nuovo est un lieu de mise en quarantaine. L'équipage des navires entrants doit y stationner plusieurs semaines avant d'être autorisé à pénétrer dans la ville. Ces graffitis témoignent de leur longue et pénible attente. Mais la peste arrive quand même jusqu'à Venise. Ironie du sort, elle arrive non par la mer, mais par la terre. En 1630, venue d'Italie du Nord, elle fait son entrée dans la lagune Vénète. Elle fera 20 000 morts. On accuse les Juifs, le peuple du diable, parce que la mortalité au sein du ghetto était relativement faible. Cette moindre mortalité s'explique plutôt par le seul métier qui permet aux Juifs de quitter le ghetto, même la nuit.
Presto, vieni, abbiamo bisogno di te. Arrivo subito. Les médecins juifs sont très demandés et on va les chercher à toute heure du jour et de la nuit. Pour se protéger de la peste, ils portent des masques en forme de bec qu'ils remplissent d'herbes aromatiques pour ne pas respirer directement l'air contaminé. Pourquoi les médecins juifs étaient-ils particulièrement appréciés à Venise? Premièrement, parce qu'ils soignaient le corps et non l'âme. Et les patients chrétiens préféraient qu'on soigne leur corps plutôt que leur âme. Deuxièmement, les médecins juifs avaient de nombreux contacts à l'international. Ils étaient donc à l'avant-garde de la science médicale. Espérant s'attirer les bonnes grâces du ciel, les Vénitiens édifient une église somptueuse en l'honneur de la Vierge Marie, la basilique Santa Maria della Salute, et la peste finit par s'éteindre. Mais si ses habitants sont sauvés, Venise, derrière masques et façades, voit sa puissance s'étioler. Venise se fossilise, pour ainsi dire. Elle devient une sorte de musée. Elle reste bien sûr un passage obligé pour tous les jeunes gens qui découvrent l'Europe, une grande destination touristique et un lieu de pèlerinage. Et elle devient la ville de tous les plaisirs, une sorte de Las Vegas avant l'heure. On y trouve de grands théâtres, des casinos, des bordels. À côté des églises, on a donc de quoi satisfaire les besoins du corps. Depuis 300 ans, les pavés de la Sérénissime sont foulés par des cohortes de touristes et depuis 300 ans, on prophétise son naufrage. Depuis 300 ans, le commerce est florissant grâce aux visiteurs désireux de trouver les traces de la Venise authentique. Mais l'artisanat vénitien se meurt. Il ne survit plus qu'en de rares endroits, comme dans cet atelier de sculpture sur bois. Seuls 2 ébénistes sont encore capables de fabriquer à la main des cadres de miroirs typiquement vénitiens, à partir de dessins d'époque. Je suis chrétien, fils de chrétien. Mon père s'appelait Antonio et ma mère De Carli Maria. Emilio Piacentini se fait vieux. Il ouvre de plus en plus rarement son atelier au public. Celui-ci se trouve dans le ghetto, à un emplacement, disons, particulier. Ici, c'était une boucherie chevaline autrefois. J'ai repris le fonds de commerce il y a une quarantaine d'années et j'y ai installé mon atelier. Je m'y suis senti bien car c'est un lieu calme et en même temps, il y a beaucoup de passages. La plupart des gens qui passent dans cette rue ne remarquent pas la plaque apposée au mur au-dessus de sa boutique, où l'on peut lire, ciselé dans le marbre, un décret de la République de Venise datant du 20 septembre 1704. Si des maranes entrent dans le ghetto, ils doivent immédiatement être signalés aux autorités. Les délateurs sont récompensés et les récalcitrants sévèrement punis. Le terme marane vient de l'espagnol marano, qui signifie porc. C'est ainsi qu'on appelle les Juifs convertis de force au christianisme. Capisci? Capisco benissimo. No, 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 no. Les maranes viennent de la péninsule ibérique et mettent les représentants du ghetto face à un dilemme. En effet, ils n'ont pas le droit de pénétrer dans le quartier juif, car les autorités chrétiennes craignent qu'ils n'y pratiquent en secret le judaïsme, ce qui constitue un péché mortel. Faut-il malgré tout les accueillir dans les synagogues et s'exposer ainsi à de sévères sanctions? Le problème des maranes ne sera jamais vraiment résolu. Ils sont cantonnés à un quartier proche du ghetto qu'on appelle le ghetto novissimo. Venise est en plein marasme économique. Le commerce est en berne car les partenaires commerciaux de la Sérénissime empruntent d'autres routes et peuvent désormais importer des marchandises d'outre-mer.
Les prêteurs doivent souvent accepter comme gage un coussin baptismal qu'ils peuvent difficilement revendre. La communauté juive s'appauvrit donc à mesure que Venise décline. Mais comme Venise, elle survivra, avec sa religion et ses traditions. Le plus important jour de la semaine est le Shabbat. Ce jour-là, il est interdit de travailler et même de cuisiner. Plats et gâteaux sont préparés à l'avance. De bon matin, une délicieuse odeur émane de la seule boulangerie cachère du ghetto. Cachère signifie convenable. On peut dire d'une personne qu'elle est cachère quand elle est digne de foi, que c'est quelqu'un de bien, en qui l'on peut avoir confiance. Concernant la nourriture, on dit d'un aliment qu'il est cachère pour exprimer le fait qu'il est acceptable, propre à être consommé, car produit selon les règles de la religion juive. Je suis au magasin à partir de 2h20, 2h30 du matin. Je commence à faire le pain pour les hôtels. Les premières commandes doivent être livrées à 5h30, et ce n'est que le début. Je suis né ici, quasiment sur des sacs de farine. Cette boulangerie était celle de mon père, et j'ai repris le flambeau après lui. David Volpe est un boulanger chrétien. N'importe qui peut fabriquer des aliments cachers pourvu qu'ils s'en tiennent aux règles définies par le rabbin et acceptent d'être régulièrement contrôlés. Aujourd'hui, le monde de l'alimentation est en constante évolution. On introduit dans les aliments beaucoup d'ingrédients qui ne sont pas cachers. Les colorants, par exemple, qui sont d'origine animale et ne peuvent donc pas être consommés. Beaucoup d'additifs chimiques, désormais très répandus, rendent les gâteaux impropres à la consommation pour les Juifs. Le pain de David ne contient aucune substance chimique et il est donc de très bonne qualité. Pourquoi je fais du pain cachère? C'est un accord que j'ai passé avec la communauté juive. Parce que c'est aussi une garantie de qualité. Des boulangeries qui font un pain correct, il y en a beaucoup. Mais le mien, c'est quelque chose de spécial. David Volpe livre aux quatre coins de Venise, car depuis que le ghetto a ouvert ses portes, les Juifs se sont installés dans tous les quartiers de la ville. Au XVIIIe siècle, Venise était très affaiblie. Elle avait perdu sa puissance politique et sa domination sur les mers. Napoléon profite de cette faiblesse pour occuper Venise. C'est la fin de la République. Pour la première fois, la Sérénissime est conquise par des troupes ennemies. Le 12 juillet 1797, un journal vénitien de l'époque, la Gazzetta Veneta Urbana, rapporte un grand événement. Il est question de grandes réjouissances au sein du ghetto, de gens qui se jettent dans les bras les uns des autres. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Au bout de 3 siècles, les portes du ghetto s'ouvraient enfin. C'était un événement extraordinaire qui a été célébré par une grande fête populaire au sein du ghetto. Cela marquait un tournant majeur, pas seulement pour la communauté juive, mais pour toute la ville. Napoléon fait ouvrir les portes du ghetto au nom des valeurs de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Une décision non dénuée d'arrière-pensée.
Napoléon est considéré comme le libérateur du ghetto, mais il n'a pas fait cela de façon désintéressée, pour rendre aux Juifs leur liberté. Il voulait s'en faire des alliés. Les guerres napoléoniennes coûtaient cher. Per rendere visibile che non vi è più nessuna divisione tra ebrei e gli altri abitanti di questa città, le porte che in passato cingevano l'area del ghetto devono essere immediatamente abbattute. Viva la fratellanza e il popolo italiano! On ne se contente pas d'ouvrir les portes, on les démonte et on les brûle pour faire disparaître à jamais ce symbole de l'oppression. Les Juifs peuvent dès lors se déplacer en toute liberté, sans s'affubler d'un chapeau jaune ou rouge. Ils peuvent quitter le ghetto quand ils le souhaitent, et même définitivement. Les Juifs ont quitté le ghetto car c'était un lieu de contrainte. Un lieu où on les avait maintenus prisonniers en quelque sorte. Ils n'avaient donc qu'une envie, en partir. Soit parce qu'ils désiraient se sentir libres, soit parce qu'ils voulaient être des habitants à part entière de Venise. Napoléon avait dit qu'il n'y avait plus de différence entre les divers citoyens de Venise. Alors ils ont voulu aller habiter dans d'autres parties de la ville. Ma famille a quitté le ghetto presque immédiatement. Dans un premier temps, seuls les Juifs les plus riches quittent le ghetto. Ils peuvent maintenant devenir propriétaires et même occuper des fonctions publiques. Les pauvres, eux, resteront longtemps encore dans l'enceinte du ghetto. En 1943, beaucoup de Juifs vivaient encore à l'intérieur du ghetto, même si les portes étaient ouvertes. Pour vous donner un exemple concret, mon père et ma mère sont nés dans le ghetto et ils y ont vécu. J'ai été le premier de ma famille à le quitter. Aujourd'hui, la communauté juive de Venise compte 450 membres. Le ghetto est maintenant un quartier comme les autres. Un quartier, tout simplement. Il continue à porter les marques de la présence juive, mais il n'est plus habité uniquement par les membres de la communauté juive. On voit pourtant beaucoup de gens vêtus selon la tradition juive, mais ce ne sont pas des Vénitiens. Nombre d'entre eux sont des Loubavitch ou Hassidim. Ils appartiennent à l'une des branches majeures de l'orthodoxie juive. Leur culture est très différente de celle des Juifs vénitiens. Le ghetto était très attrayant pour nous. On nous a accueillis à bras ouverts. Et grâce au ghetto, à sa position géographique, à ses frontières, on a pu rencontrer et réunir beaucoup de gens. C'est devenu un lieu très populaire. Les Loubavitch sont moins intégrés que les Juifs non orthodoxes dans le contexte vénitien. Ils ont d'autres habitudes alimentaires et un mode de vie très différent de celui des membres de la communauté juive non hassidique. Quand le soleil décline sur la lagune Vénète le vendredi soir, commence le Shabbat. Il se prolonge jusqu'au crépuscule suivant. Pendant le Shabbat, il est interdit de travailler, de faire du feu ou d'allumer des appareils électriques. C'est pourquoi, juste avant le coucher du soleil, on allume les bougies du Shabbat. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu
Les bougies doivent brûler toute la nuit pour éclairer les habitations. Il ne faut surtout pas les souffler. Il est arrivé une seule fois dans toute l'histoire du ghetto qu'on ne célèbre pas le Shabbat. C'était en 1943, quand l'armée allemande est entrée dans Venise et que les nazis ont immédiatement commencé à persécuter les Juifs de la ville. Beaucoup ont été déportés, à commencer par ceux de la maison de retraite communautaire, donc les plus âgés. Il y a de nombreux pavés de la mémoire dans tout le quartier qui signalent les maisons dont les habitants ont été arrêtés. 246 personnes ont été déportées. Seuls 8 ont survécu. Enfant, mon père a été chassé de l'école en 1938. Et en 1943, il s'est enfui de Venise pour trouver refuge à Rome, où il s'est fait passer pour un orphelin catholique. Tous les Juifs avaient de faux papiers d'identité. À moins d'avoir un nom de famille très révélateur, ils le transformaient le moins possible, juste assez pour qu'il ressemble à un patronyme italien. Mon père, qui avait pour nom de famille Soulam, avec un M, avait juste mis un point sur la dernière jambe du M. Cela donnait Soulani, qui sonnait plus italien. Tous les Juifs vénitiens et italiens qui ont survécu ont été sauvés par des concours de circonstances, des hasards ou des personnes qui leur sont venues en aide. La plus grande partie des Juifs d'Italie ont survécu à l'Holocauste, mais d'autres, comme les cousins de mon père et les oncles et tantes de mon père chez qui ils devaient trouver refuge à Rome, ont été déportés et sont morts à Auschwitz. Un monument commémoratif rend hommage aux Juifs vénitiens tués par les nazis. Le ghetto est aujourd'hui un lieu de rencontre. La hantise de la déportation s'est dissipée, mais le souvenir est resté. C'est un lieu identitaire pour les Juifs de Venise. Mais aussi un lieu où vivent et travaillent beaucoup de non-juifs, un lieu de brassage, comme l'a toujours été Venise. Que nous enseigne l'histoire du ghetto de Venise? Qu'un petit groupe s'est battu pour la liberté pendant 3 siècles. Que la liberté est quelque chose de très important, qu'elle se conquiert jour après jour, car il y a toujours quelqu'un qui menace de nous la voler, tous les jours que Dieu fait.